Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Est-ce que je dois regarder une caméra en particulier? Non, juste comme tu veux. Double Zoulou, originaire de Melun, 77, résident actuellement Saint-Ouen, 93. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un artiste, je fais du rap. Tu dis que t'es un artiste, que tu fais plein de trucs ou juste parce que tu fais du rap? Je suis un rappeur, donc je suis un artiste. Ah, ok. C'est un grand débat. Pourquoi ça... Certaines personnes. Tu démarres dans le dur direct. Pourquoi c'est un grand débat? Parce que j'ai déjà eu ce débat avec d'autres personnes et je sais que certaines personnes font le distinguo entre un rappeur et un artiste. Pour qui un artiste est une évolution d'un rappeur, alors qu'un rappeur pratique un art qui est la musique, donc par définition, un rappeur est un artiste. Ben, pour moi, un rappeur, c'est un artiste. On est totalement d'accord sur ce point. Bah ouais. Mais il y a des gens pour qui il y a un distinguo. Il y a des gens pour qui il y a des rappeurs et il y a des artistes. Mais c'est bizarre. Parce que ça voudrait dire que tous les musiciens sont pas des artistes. C'est ça. J'ai eu ce débat-là lors d'une autre interview. J'ai déjà eu ce débat-là en parlant avec des gens et tout. Et il y a des gens pour qui, quand t'es un artiste, tu fais un step-up pour des raisons peut-être sonores ou peut-être autres. Peut-être parce que tu fais des morceaux en acoustique, parce que t'as un vrai guitariste qui vient au studio et que c'est pas un... Ouais, mais si on part de ce principe-là, je sais pas, David Guetta, c'est pas un artiste? Pour moi, c'est un mec qui fait de la musique, il pratique un art, donc c'est un artiste. Bah ouais, clairement. C'est tout, tu vois. Bah ouais, mais pas il y a de des débat. gens avec à qui tu expliques ça, mais ils sont pas cordats avec toi parce que ils ont une définition plus... ils ont juste une définition différente de la tienne. Là où... un peu comme un Pokémon, tu vois. Tu commences, t'as un Pokémon, t'es un rappeur, et tout d'un coup, quand t'évolues, tu deviens un artiste. Bah non, quand t'es un rappeur, t'es un artiste. Mais de toute façon, pour moi, c'est ma définition, bien sûr, mais quand tu pratiques un art, quel qu'il soit, Tu es un du artiste. début à la fin, t'es un artiste. On est totalement d'accord sur Bah ce ouais, point. fin de l'histoire. Voilà. C'est trop bizarre. On est rentré dans le tas, mais... Bah ouais, mais direct. Mais c'est trop bizarre. En vrai, présente-moi ces gens, je vais parler avec eux. C'est trop bizarre comme distinguo. Ouais, je sais que c'est très bizarre, mais... Après, j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un. Il y a aussi des rappeurs, des artistes qui se sous-évaluent. Qui eux-mêmes ont déclaré par eux-mêmes que ils sont passés du statut de rappeur à artiste. Mais dès qu'ils ont commencé, c'était déjà des artistes. Bah ouais, c'est ça le truc. Après, en peut-être vérité. que dans la tête des gens, on leur a fait croire qu'un artiste, c'était beaucoup plus que aller en studio avec un beatmaker qui tape sur un clavier et poser... tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un artiste qui soit dans sa chambre devant un micro USB ou qui soit dans un studio avec du matos à plus de 10 000 balles et tout, tant que tu pratiques la même chose, tu es un artiste. Bah ouais, Il n'y a clairement. pas de distinguo. Enfin voilà. Ok. C'est posé. Donc, Du coup, Double Zoulou, tu es un artiste. Je suis un artiste. Fin de l'histoire. Voilà. Ok. C'est entériné ici, t'es un artiste. Dans tous les cas, au moins si t'es ici, c'est que t'es un créatif. Voilà. Déjà. Tu crées des choses. Tu crées des trucs. Voilà. Clairement, tu crées des trucs. Du coup, depuis quand tu crées des trucs? J'ai commencé à créer des trucs. J'avais 13 ans. Ça date. Ça date, ça fait très longtemps. Mais ça fait plus quelques années que je prends les choses au sérieux, plus ou moins, que je fais les choses bien. Mais j'ai vraiment commencé à créer des choses, donc à faire du rap. J'avais 13 ans. Je te coupe parce que j'ai une question qui est archi bête. Dis-moi. Mais c'est une question que je me pose parfois. Comment on détermine le début d'une carrière? Est-ce que du coup ta carrière elle démarre quand t'as 13 ans, quand tu commences, Ouais. ou elle démarre à un autre moment? Alors, franchement, ça va dépendre des gens. Pour moi, ma carrière commence le jour où j'écris mon premier texte de rap. Mais je me dis pas, je suis un rappeur. Je dis juste, je suis un garçon qui fait du rap. Mais ma carrière commence quand j'écris mon premier texte. Après, ma carrière, si on part sur un truc un peu plus poussé, ma vraie carrière commence en 2012 quand je sors mon premier projet. Là où j'ai 21 ans. Ok, du coup,
si on parle d'un truc poussé, la carrière, elle commence au moment où tu sors le Mon premier... tout premier projet, La première œuvre, voilà. la carrière démarre Ma là. première œuvre, elle sort, j'ai 21 ans. Du coup, là, t'as 10 ans de carrière. Du coup, on peut dire que j'ai 10 ans de carrière. Mais Ok. moi, dans ma tête, je me dis que ma carrière a commencé le jour où j'ai écrit, parce que depuis le premier jour où j'ai écrit, je me suis jamais vraiment arrêté, même si tu as des phases où tu es moins productif. On va en parler de ça. On va en parler. On va en Mais parler. moi, pour moi, ma carrière a commencé quand j'ai pris un stylo, une feuille, j'ai commencé à gratter. Mais en fait, il y a, il y a un vrai timing. J'ai écrit mon premier texte à 13 ans. J'ai sorti mon premier projet en 2012, donc j'avais 21 ans. Mais j'ai pris le rap au sérieux en 2018. Tu vois. Donc en vrai, il y a des phases où, dans ma tête, je peux me dire que j'ai commencé vraiment, je peux commencer ma carrière en 2012 ou en 2018. Mais en vrai, 13 ans. J'avais 13 ans. Ok. Pourquoi tu commences par le rap? Pourquoi je commence par le rap? Parce que je fais partie d'une famille de mélomanes, en vrai. Mon père chante, mon père jouait de la guitare, ma mère chante, mes frères, j'ai deux grands frères qui sont des férus de musique, de fous malades. Et des souvenirs que j'avais de quand j'étais plus jeune, on écoutait tout le temps de la musique. Tu vois. Je me rappelle encore en général, c'était le week-end, le samedi, dimanche, on n'avait pas école. On passait notre temps à écouter de la musique. Ça pouvait être n'importe quoi. Quand mon père écoutait de la musique, la rumba, je suis d'origine congolaise, donc la musique, la rumba africaine, tu vois, Kofi, Papa Wemba, Franco, Taboulé, ce genre de choses. Comme on pouvait écouter du Otis Redding, comme je pouvais écouter du Julio Iglesias, ce genre de choses. Et mes frères de l'autre côté qui écoutaient du rap US en balle. Et du rap français aussi. Et c'est comme ça que je rentre un peu dans le rap. Mais pourquoi, tu vois, c'est une question que je me pose souvent, c'est que il n'y a pas, y a pas obligatoirement de déterminisme, hein, mais dans ta famille, il y a ce côté mélomane Ouais. qui est archi présent, Mhm. mais ils font pas de rap. Non, ils font pas de rap. T'aurais pu faire de la guitare, J'aurais t'aurais total... pu jouer Franchement, de l'instrument, t'aurais j'aurais- pu être chanteur. j'aurais adoré. Je pense que des fois, quand je me pose, je me dis, j'aurais adoré savoir chanter. J'aurais adoré savoir jouer de la guitare et tout. Et pourquoi le rap? Parce qu'en fait, premier album de rap que j'écoute, c'est l'album du Wu-Tang. Enter the 36 Chambers. Et je pense que c'est un déclic de fou malade. En fait, comme on écoutait beaucoup de rumba congolais, je me voyais pas devenir un chanteur de musique congolaise, tu vois. Mais la première fois que j'écoute le Wu-Tang, je deviens fou. On regarde les clips, je me dis, mais qui sont ces gars-là, tu vois? Des mecs avec des grosses capuches, avec des gueules cassées, tu vois, ODB, avec des tresses qui vont dans tous les sens, les mecs n'ont pas de contour, enfin, des mecs comme Method Man, tu vois, tous des mecs avec des dégaines un peu atypiques, mais qui dégagent un truc de fou malade, tu vois, il y a un vrai groupuscule, tu vois, surtout un groupe des mecs qui sont plus de 5 quoi. C'est pas un truc qui arrive fréquemment, que les mecs qui fassent un groupe où ils sont 7, 8, 9, ce genre de choses. Et en vrai, ça m'a marqué. Et après, ayant grandi très proche de mes frères, parce que comme je le dis dans un morceau, je dis à 5 dans un studio, mais tu vois, là on est dans ton appart, bah dis-toi que dans ton appart on était 5, tu vois. Donc on est tous recroquevillés sur nous-mêmes, ce qui fait qu'en fait on est tous très proches en vrai, tu vois. Donc quand mes frères écoutent un truc, je sais ce qu'ils écoutent. Personne n'est dans sa chambre en train d'écouter un truc et l'autre est en train d'écouter un truc, ça vient plus tard, mais quand je suis jeune, on est ensemble, tu vois. Et donc tout ce qu'ils écoutent, je l'écoute, et en fait moi je l'amasse. Je le prends. Et mes frères ont toujours... Ils ont pas traîné dans la rue, mais voilà, ils avaient des potos qui faisaient du peur et tout. Et des fois, ils venaient à la maison et ils posaient, etc. Et pour moi, je me disais... Mais j'avais 8 ans à cette époque-là, j'avais 7-8 ans. Je me disais, c'est quand même un exercice de fou de prendre un papier, un stylo, d'écouter une prod sur une cassette ou un Walkman et de gratter, tu vois. Mais je m'étais jamais dit, quand je serai grand, je ferai du rap. Tu vois, c'est un truc qui est venu par la suite quand j'étais au collège. Comment je m'y suis... Je vais peut-être te couper la chic, mais comment je m'y suis mis, c'est que on m'avait prêté des albums de rap. Il y avait 2 albums en particulier, c'était Gravé dans la roche de Sniper Classique. et Brut de femme de Diams. Classique. Et ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille et un stylo, j'écoutais les morceaux et je recopiais ce qu'ils racontaient. C'est comme ça en fait que je faisais travailler ma mémoire pour apprendre les sons par cœur. Et après, je me rejouais les morceaux et je les rappais. Tu vois, sans faire de fautes, avec les bons placements, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bien cool, c'est bien beau de prendre une feuille, un stylo et de gratter le texte des autres.
mais à quand ton tour, en fait? Quand est-ce que toi, tu t'y mets? Et c'est comme ça, en fait, que je m'y suis mis. Et c'est en fait en écoutant, ça va paraître absurde, mais enfin, absurde, non, mais c'est en écoutant l'album de Jams, justement, une meuf de ma classe m'avait prêté, mais l'album était en aléatoire. Ça veut dire que moi, le jour où je découvre le vrai album sur les plateformes, je me dis, mais c'est bizarre, moi, dans mes souvenirs, ce morceau-là était en premier, etc. tu vois. Et le premier morceau sur lequel je tombe, c'était, je crois que ça s'appelle 1980, produit par Teufa, je me rappelle. Et la prod, elle est juste incroyable. Tu vois. La prod, elle est tout bonnement incroyable. Et en fait, là, je décide, je dis, ok, vas-y, tu sais quoi, stop, on arrête d'écrire les textes des autres. Prends feuille, stylo, paf, paf, je commence à écrire. En fait, cette formation de autodidacte d'écrire les textes des autres m'a permis à moi de savoir faire des placements. Tu vois. Et en fait, j'ai été peut-être hors beat, mais ça a été un délai très, très, très court. Tu vois. Peut-être que sur 2 tracks écrits, j'ai été hors beat, et après, c'était terminé. Parce que j'avais déjà fait ma formation avant de comment placer, etc. D'écouter, d'analyser comment les mecs plaçaient. Mais quand je parle d'analyse, je te parle d'une analyse, c'est genre juste t'écoutes en fait. Je suis pas en train de faire une disserte en me disant ouais, Tunisiano, quand il fait rimer tel mot et tel mot, le placement il est comme ça, il fait des rimes embrassées ou quoi que ce soit. Juste mon cerveau analyse que voilà. Les mecs, t'as une prod t'as une prod qui est jouée, le mec pose à des instants donnés, et à un moment donné, il fait des variations. Et en fait, une fois que tu assimiles ce genre de choses, c'est plus simple pour toi d'y aller, tu vois. Mais tu dis ça, mais en même temps, les rappeurs sont toujours autodidactes. Moi, je connais pas un mec qui s'est mis à rapper qui a fait une formation avant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais après, oui, bien sûr que quand t'es un rappeur, t'es un peu autodidacte parce que. Après, quand je te dis autodidacte, c'est juste que je suis pas allé. J'ai pas fait ce que plein d'autres rappeurs ont fait, de ma génération, peut-être plus tard, d'aller à la MJC, par exemple. Tu vois. Ouais. T'as ce parcours aussi de mecs qui disent ouais, ben j'étais à la. C'est les maisons de jeunesse Voilà. dans les quartiers. J'étais à la maison la maison de jeunesse, je vais à la maison de jeunesse, il y a un atelier de rap où t'as un mec au quartier ou un artiste connu dans la ville qui vient, qui vous apprend à rapper. C'est un parcours qui existe, tu vois. Moi, je suis pas passé par là. Tu sais que c'est mon... Alors, tu vois, même si je veux pas, faut me pardonner, parce que c'est mon fil rouge de fou. La formation, c'est mon fil rouge dans ce podcast. Je fais que défoncer les formations. Bref, les formations artistiques, en tout cas, pour moi, c'est vraiment l'endroit où il faut pas aller. Parce que pour moi, l'art s'apprend en faisant. C'est ça. C'est que mon avis. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que pour moi, l'art, c'est un truc qui est... Surtout que l'art, c'est quelque chose qui est surtout... c'est surtout une question d'émotion. Et l'émotion, c'est pas un truc que tu apprends à l'école. C'est un truc qui vient de toi, et c'est un truc que tu gères, et c'est un truc que tu sois sculpteur, peintre, ou que tu fasses des clips, etc. C'est les émotions qui parlent, et en fait, tu retranscris tes émotions à travers un canal, quel qu'il soit. Et moi, j'ai choisi le canal de la musique, et du coup, je fais du rap. J'aurais pu si j'avais un synthé chez moi ou un logiciel qui me permettait de faire des prods, ben, j'aurais transmis mes émotions en faisant des prods. Ce qui arrive aussi. Ce qui arrive aussi. Et du coup, moi, c'est le rap. Donc, pas de formation, mais je suis totalement d'accord avec le fait que la musique, ça... Tu peux apprendre des choses dans la musique, voir des tutos, certaines choses, quand il s'agit de l'aspect technique, plutôt. Mais en ce qui concerne l'aspect émotion, surtout quand tu fais de la musique, c'est encore plus poussé, parce que le cinéma, t'as des techniques. Tu vois, genre quand tu veux... par exemple, un truc que j'ai appris à l'école, c'est que quand tu fais un film et que tu veux faire apparaître un danger ou un malaise, ça va toujours arriver de droite à gauche. Tu vois. Tu le dis un jour, regarde un film, vois comment le danger se pointe. Normalement, le danger va arriver à la droite de ton écran. Ou le malaise, ce genre de choses. Et c'est ça que j'ai appris à l'école. Donc il y a quand même des techniques pour faire de l'art. Mais en tout cas, dans le rap, je trouve... Enfin, moi, apprendre à faire des placements, je pense que c'est mieux de l'apprendre toi-même, quitte à ce que tu te casses la gueule, à ce que tu fasses du orbit pendant 2, 3, 4 sons. À un moment donné, c'est le métier qui rentre, ça va venir tout seul. Alors, 2 choses. Pour rebondir sur ce que tu dis en dernier, sachant que aussi, ça peut être aussi une forme de rap, de rappeur beat. Ça peut être une forme. C'est une forme. Ça peut être une forme. Que moi, personnellement, je fais toujours ce comparatif quand... on va revenir après sur ce que tu disais, mais les mecs qui rappent off-beat,
C'est comme si demain j'ouvre un resto et je te sers des produits périmés. Ah, t'es aussi dur que ça? Ou je te dis, tiens, je vous ramène une orange, mais je te ramène que la peau. Bah, mange la peau, frère. Ah ouais, t'es dur de Et ouf. tu vas me dire, ouais, mais j'ai commandé une orange. Bah, c'est une orange, frérot. T'es dur de ouf. Tu vois, c'est une comparaison très... c'est très hyperbolique, je sais pas comment on dit. Mais c'est comme ça que je le vois. Mais ce n'est que mon avis, tu vois. Pour moi, Pas de problème. pour moi, le rap, ça reste une discipline où des règles existent. Tu vois. C'est comme quand je te parlais, comme je te disais au cinéma, le danger vient de la droite. Tu peux faire venir le danger de la gauche. Il n'y a pas de problème. Mais si demain tu sors un film où tout le film il est en diagonale comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ta partie pris. Hein. Ça peut être un parti Ça pris. peut être ta partie pris. Mais ça va être mystique. Les gens vont dire, mais gros, le bug il est mystique. Non, moi la caméra. Ça va être bizarre, Tu vois, mais... En plus, t'as un stabi, mais tu filmes en diagonale. Alors... Ah... Mais- Alors... Attends. Parce que... J'entends ce que tu dis. Et... Parce que bizarrement, je vais parler d'une référence qui va te parler, c'est sûr et certain. Hier, je me suis retapé un des albums de Despo. Ouais. Despo Ruti, qui est un rappeur Ouais. underground des années 2000-2010. Pour moi, c'est top 5 Dead or Alive. Ouais, mais c'est vraiment pour les mecs qui tabassaient les rap en 2010, mais le rap des mixtapes de Ouais. Clignancourt. Ouais, ouais. Sinon, vous connaissez pas ce mec. Mais c'est un mec, tu vois, tu sais. Je sais. Et il avait une particularité, ce mec, C'est qu'il était en beat. c'est qu'il était orbite et qu'il rimait pas. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et c'était totalement son style. On est d'accord. On est totalement Tu d'accord. vois, hasard du calendrier, j'écoutais ça hier. Tu vois. J'écoutais les sirènes du charbon Conviction suicidaire. et Conviction suicidaire. Ouais. Ouais. Deux Qui sont classiques. ces deux classiques, Ouais, ouais. en vrai. Et tu vois, du coup, ce que tu dis, je suis obligé de penser à ce mec quand tu dis ça. Franchement, je suis totalement. Tu Franchement, vois. je suis d'accord avec. Je suis Et attends, d'accord. j'allais ajouter quelque chose Dis-moi. pour donner un complément à ce que je dis. Parce que je pense aussi au cinéma, tu vois. Et bon, j'ai pas vu de film en diagonale. Diagonale. Mais je me rappelle d'un film qui a marqué un peu son époque et qui a marqué un peu la manière de percevoir le cinéma, c'est le projet Blair Witch. Ouais, ouais, je vois ce que tu Parce veux que le dire. projet Blair Witch, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film d'épouvante, pas d'horreur, parce qu'on voit pas vraiment un truc gore, mais Ouais. c'est un film Et d'épouvante. c'est filmé en. C'est filmé en self-footage, comment ils appellent ça? Je sais plus comment ça En gros, c'est filmé avec une caméra qui paraît être une caméra de famille, enfin une caméra simple, comme si c'est vous comme filmiez quand vos vacances. comme quand tu joues à Call of, tu joues en FPS. Ouais, voilà. Mais j'ai pas le terme pour le cinéma, Ouais, mais oui, voilà. voilà, c'est ça. C'est filmé à la première personne, comme si vous filmez comme si vous faisiez des selfies, des stories. C'est vrai que ça avait choqué les gens. Et ça avait surpris les gens parce que ça paraissait d'être un film amateur, alors que c'était un film qui était assez travaillé. Et c'était un vrai choix artistique de filmer comme Ouais. ça. Et ça a apporté quelque chose à l'épouvante du film, à tout ce côté horrifique. Du coup, le truc que je me dis, c'est que quand tu maîtrises ce truc qui est un peu en décalage, un peu en marge Ouais. du système établi, ça peut faire un truc. Ouais. Après, moi, tu sais, j'écoute pas, mais je respecte hein, les mecs qui font ça. Je pense à des mecs comme Serran, je crois qu'il y a Daomi, tu sais, c'est ce qu'ils appellent la DMV, Plug Music, tu vois. Mais moi, je m'y connais pas, j'écoute pas. Après, je t'avoue que quand on parle de musique, moi, je réfléchis vraiment comme un golemon puriste. Genre, je me dis vraiment, genre, t'as les mecs qui rappent hors beats, pour moi, c'est pas du rap, tu vois. Et Despo. Après, Alors mais- c'est ton top 5, hein. Tu l'as dit. Non, mais Despo, Tu l'as dit top 5. franchement, à chaque fois qu'on parle, c'est l'exception. Après, il a pas fait ça toute sa carrière. Tu vois, pour les gens qui connaissent pas Despo, faut pas se dire, ouais, c'est un mec il a pas sorti 2 albums où pendant 2 albums, il fait que du orbit et il fait pas de rime. Mais quand on découvre Despo, je me rappelle, j'étais avec Chris, d'ailleurs. C'était Chris Très d'Iconic. iconique, big up. Ouais, c'est Big Up. Quand on découvre Despo, c'est que le morceau, c'était trafic de stéréotypes. Ouais. Avant putain. arrêter, c'était trafic de stéréotypes. Et Mais il est moi, lourd ce morceau. moi, quand il me fait écouter trafic de stéréotypes, le premier truc que je dis, mais gros, ton gars, il rime pas. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je suis dans la rap, je fais du rap, donc du coup, je suis jeune, donc du coup, je fais tout pour me perfectionner, pour faire les meilleurs placements possibles, les rimes les plus riches possibles. Et il me présente un mec qui rime pas et qui, en fait, il commence une phrase. Et quand tu écoutes la prod, tu dis, mais il va la finir à ce moment-là. Mais en fait, il va finir Après. après. Mais tu dis, mais gros, à quoi il joue, tu vois? Parce que attends, pause, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux juste expliquer les placements aux gens pour qu'ils voient à quoi ça correspond? Comment expliquer un placement? Ouais. En fait, un placement, c'est un peu, c'est comment tombe la fin de ta mesure
la fin de ta phase, la fin de ta rime, en fonction de la prod, en fonction de la rythmique, en fonction de la vitesse de la prod, en fonction du tempo, ça va être comment ta rime elle tombe. Donc, normalement, quand tu écoutes une prod, en fonction du rappeur, tu peux l'aborder de quelconque manière que tu veux. Tu peux finir ta rime, tu vois, tu peux finir ta rime à cet endroit-là, comme tu peux la finir à cet endroit-là, comme tu peux la finir. Ça dépend comment tu prends la prod, mais en général, il y a une certaine constance. Si tu fais un placement A, tu vas suivre avec un autre placement A et peut-être après faire A, A, B, B, ou A, B, A, B, ou A, B, C, C, B, A. Ça dépend. Mais c'est très très rare que tu fasses un morceau, tu fasses A, B, C, D, E, jusqu'à Z en termes de placement. En général, il y a toujours une certaine homogénéité dans tes placements. Et pour revenir à Despo, du coup, Despo, il faisait pas de placement. Et je disais à Chris, mais gros, tu me fais écouter un boog. Ok, son propos, il est fort. Genre là, le fond, il est solide. Mais la forme, c'est une dissonance. Ouais. Moi, au début, j'étais genre, non, vas-y, laisse tomber, tu vois. Et quand il sort arrêté, là, tout y est pour moi. Il y a le fond, la forme. Tu vois. En plus, avec un clip, des vraies revendications, quand tu te concentres sur les... Et en fait, Despo, c'est un mec, un des rares mecs où tu te dis, je vais faire abstraction de comment il pose, mais je vais me concentrer sur ce qu'il raconte. Tu vois. Et quand tu fais ce travail-là, c'est pas simple pour tout le monde, j'entends bien. Quand tu fais ce travail-là, tu prends la dimension de Despo, tu te dis, putain, tu vois ce gars-là, là, il est fort de ouf. À titre comparatif, au moment où à l'époque où j'écoutais Despo, j'écoutais Al Capote aussi. Al Capote, ouais. Al Capote en termes de placement. Pareil, rapport underground du 91. Ouais, un mec de l'UDF, Unité de Feu avec Sergio Katana. Al Capote en termes de placement, du début de sa carrière jusqu'à maintenant, il est intraitable. Ça veut dire qu'il sait faire, il sait placer, tu sais que tu peux anticiper certaines de ses phases parce que quand il va faire une rime 1-1-1, tu sais que la rime suivante va finir en 1-1-1 et il peut te faire ça sur tout un couplet, voire sur tout un morceau. Et en termes de placement, il est solide, tu vois. Et moi, quand je prends ces deux artistes-là, je me dis, waouh, tu vois, j'ai deux canaux bien différents, mais les deux sont tout aussi puissants. Mais voilà, pour moi, Despo, c'était l'unique exception, mais encore une fois, il n'a pas fait ça toute sa carrière. Tu vois, c'est comme un mec comme Lalco, qui, pareil, tu sais, c'est des mecs, quand ils commencent une mesure, ils vont pas couper des mots, ils vont pas retirer des mots de leur phase pour finir à temps. Ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils vont dire, et tant pis si ça dépasse la mesure, tant pis si ça casse un peu la rythmique de la prod, c'est pas leur problème, ils y vont. Et c'est un trait particulier chez eux, parce qu'en fait, comme leurs propos, ils sont puissants, tu fais abstraction de « Ah, mais il a fini la mesure loin, ou alors il a pas fait de rime. » Mais après, moi, j'ai 30 ans, je réfléchis comme un vieux, parce que je traîne avec des gens de mon âge, mais je traîne aussi avec des plus vieux, je parle des gens plus vieux. J'ai un peu une âme un peu puriste, tu vois. Je suis un peu dans un truc où... pour moi, la DMV, tu vois, comme je te dis, c'est une dissonance pour moi. Mais je suis jamais à l'abri de découvrir un truc. Si demain, je suis avec un mec qui écoute de la DMV, me fait écouter, et que le truc me plaît, je vais pas rechigner. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, là, j'ai du mal. Je vais continuer à faire l'avocat du diable, tu m'excuses, hein. Vas-y. Mais il y a deux trucs qui me viennent quand tu parles de ça. Dis-moi. 3 trucs qui me viennent parce qu'il y a une question à la fin. Le premier truc, c'est que je me dis qu'un mec comme Despo, les gars, allez checker si vous connaissez pas, il faut écouter. En tout cas, ces 2 premiers projets, il faut écouter. Même le troisième, en vrai. Même le troisième. Mais un mec comme Despo, s'il a pas cette forme-là, c'est pas Despo. Pour moi, les deux vont ensemble. Je suis totalement d'accord. Pour moi, s'il trouve le... Parce qu'il y a un truc, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme tu le dis, quand tu essaies de faire un placement et que par exemple tu écris ton texte et qu'il y a un mot qui rentre pas à la fin ou qui est trop long ou trop court par rapport au placement, tu cherches à faire rentrer l'idée. Du coup, tu trouves un synonyme ou un mot où tu redoubles, ou tu trouves un moyen de combler le manque ou d'enlever le surplus pour que ça rentre dans le placement. Exactement. Despo, il fait pas ce choix-là. Ça veut dire que son propos tient aussi au fait qu'il choisisse ces mots-là et qu'il tient à les mettre. Totalement. Donc s'il commence à couper ces mots-là, c'est plus lui même dans l'écriture. Et son message, il passe pas pareil. C'est plus pareil. Je suis totalement d'accord. Premièrement. Deuxièmement, pour aller dans l'autre sens, il y a un mec à qui on fait ce reproche-là, même s'il est très fort et même si c'est un mec qui vend à mort et qui a la carte à mort, et que moi j'aime beaucoup par ailleurs, mais un mec comme Nekfeu,
qui est un des rois du placement, parce qu'il a une manière de rapper un peu à l'ancienne en plus, qui fait que toutes ces phases, elles tombent forcément sur le beat et qu'il les répète à l'infini, qui peut te faire un son avec la même sonorité, Exactement. parce qu'il fait que les mêmes placements, et tu pourrais écouter 10 sur la suite de lui, c'est le même son. En tout cas, à l'oreille, tu vois. Mais c'est aussi un reproche qu'on lui fait, qu'il est trop dans ce truc de placement. Pourtant, il a un fond aussi, il écrit très bien. Tu sais que je vais peut-être choquer. Je dis pas de bêtises, hein. Mais avant que tu poses la troisième partie, je vais peut-être choquer certaines personnes, hein. Mais moi, Nekfeu, je trouve que c'est un excellent rappeur. Vraiment, c'est un mec, il est archi bon. Et puis, ça a été un game changer dans le rap français, ne nous mentons pas, tu vois. Mais comme t'as dit, c'est redondant de fou. Ah, bah alors. Pourtant, placement à fond. Ouais, Le roi des placements. le roi des placements. Mais tu vois, c'est une fois, deux fois, trois fois. En fait, il a trouvé sa formule et il va la répéter, il va la répéter, il va la répéter. Il y a des personnes à qui ça plaît, il n'y a pas de problème et tout. Moi, à un moment donné, mon oreille, elle me dit ah, vas-y, j'ai l'impression d'écouter le même morceau à chaque fois. Et parce que là, tu as fait le comparatif entre Despo et Nekfeu, il faut trouver l'équilibre. Ok. Tout est une question d'équilibre. C'est que tu peux avoir un fond puissant avec une forme moins puissante, mais ça équilibre. Ou tu peux avoir une forme incroyable avec un fond moyen, et ça équilibre. Ou tu peux avoir un bon fond, une bonne forme, tu vois. En fait, je pense que si tu prends 10 rappeurs et que tu fais une jauge, tu crées une genre de jauge fond-forme, ça va jamais être pareil. Tu vois, t'as des rappeurs qui ont un bête de fond avec une forme qui laisse à désirer. T'as des rappeurs qui ont un fond moyen, voire médiocre, mais avec une forme qui va faire en sorte qu'en fait, ils font des hits. Tu vois, t'as plein de... Il n'y a pas de rap... Le rappeur parfait, il n'existe pas. Ah, forcément. Tu vois, il y a des gens qui... Et puis, encore une fois, je le répète devant la caméra, la musique, c'est subjectif, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Quand vous faites des tops, ce sont des tops personnels. Il n'existe pas de top, à part si c'est qui a gagné le plus d'argent parmi les rappeurs en telle année. Là, le top, il est objectif. Mais quand il s'agit de ton le meilleur rappeur, moi, je t'ai dit, Despo, il est dans mon top 5. Il y a des mecs pour qui Despo, il est même pas dans leur top 10. Tu vois. Donc, ça dépend de ton oreille, ça dépend... En fait, ça dépend de plein de paramètres, de comment t'as grandi. Tu vois, moi, je pense que si j'avais été quelqu'un qui avait grandi dans l'opulence, au fin fond d'Oslo, même si je suis français, hein, j'habite à Oslo, je vis dans une grande baraque, franchement, je suis bien, si je veux une paire, je l'achète ou on me l'offre, etc., tu vois. Si j'écoute Despo, je veux dire, il rappe bien, mais tu vois, son discours va pas plus me toucher que ça. Ouais, forcément. Mais moi, je suis issu des quartiers populaires, j'ai grandi dans une famille qui était pas forcément aisée. Et quand t'écoutes un mec comme Despo... Tu me tends des perches, frère. Mais tu vois, quand t'écoutes un mec comme Despo, tu peux faire le parallèle, pas forcément avec ma vie, parce que tu vois, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, lui il a grandi au bled, il a vécu des trucs un peu plus... Je suis obligé de te couper. Dis-moi. Parce que ça marche plus ce que tu dis. Surtout... Je veux dire, je vois ce que tu veux dire. J'ai un exemple concret. Qui corrobore tout ce qu'on vient de se dire. Vas-y. Fond, forme, dissonance, discours. PNL. Je m'explique. PNL, dans le fond, faut capter ce qu'il raconte. Ok. Mais dans la forme, il y a un truc qui est un peu dissonant. Parce que nouveau rap. C'est du cloud rap, c'est du cloud rap, c'est un nouveau type de rap. Je suis d'accord. Même leurs placements, eux, sont un peu particuliers. Parfois, en tout cas, pour plus un des deux. Ouais. En l'occurrence, NOS. Et ces mecs-là, quand tu vas à leur concert, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être dans l'opulence, frérot. Et il n'y a pas que des mecs comme toi, comme moi. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais ça, c'est encore... Donc, ça veut dire ça parle aux gens. Ça, c'est encore un autre... Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça parle aux gens. Ça parle aux gens. Mais en fait, je suis totalement d'accord. Et encore une fois, quand je te prends l'exemple de moi à Oslo, en tant que Français, etc., c'est que je dis pas que Despo va pas me frapper. C'est que oui, ça va me frapper, mais moins que si j'étais... tu vois, aujourd'hui, quand par exemple j'écoute un morceau comme Douleur de croissance, qui est le dernier morceau de Les Sirènes du Charbon, franchement, des fois, et je vous invite, hein,
Vous prenez ce morceau, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous écoutez. Et vous allez... Moi, des fois, quand je fais ça, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a un truc un peu... je sais que un truc un peu bizarre, enfin pas chelou, mais... Tu sais, j'ai les yeux fermés, j'ai l'impression que dans ma tête, il y a un film en noir et blanc qui défile. Et j'ai l'impression que c'est le film de ma vie. Quand il parle de... Après, tout ce qu'il dit, moi, je l'ai pas vécu. Mais par exemple, quand il dit que quand il était plus jeune et qu'il regardait la télé, il n'y avait pas forcément de noirs qui nous représentaient. Et il dit... pour voir un noir à la télé, il fallait attendre le dimanche et rester scotché devant Téléfoot quand tu manges. Tu vois. Et c'est réel, parce que voilà, le foot, nanana, tu connais, il y a beaucoup de renois, etc. Mais il a raison. Quand tu regardais Hélène et les garçons, il disait... Il n'y a même pas un asiatique, il n'y a même pas un robot, il n'y a même pas un seul hindou, tu vois. Ouais. Et lui, il feintait qu'il était antillais. Enfin, tu vois, moi, je suis pas forcément passé par ce truc-là, mais je comprends ce qu'il raconte. Ouais. Quand il parle de ça, je me dis, c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je regardais la télé, il n'y avait pas beaucoup de renois. Tu vois, je crois qu'il y avait une marionnette Renoir dans les minicums, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu vois. Mais à part ça, ouais, téléfoot, etc. Mais sinon, quand tu regardais les émissions... ouais, dans Pyramide, t'avais Pépita, mais quand tu regardais Motus, quand tu regardais Pyramide, les candidats, déchiffrer des lettres... Du coup, big up au minicum. Big up au minicum, merci à vous, vraiment, tu vois. Mais il n'y avait pas de Renoir, il n'y avait pas de noir. Donc du coup, je comprends ce qu'il dit. Mais si j'avais... Tu vois. Mais après, je capte. quand tu fais... C'est avocat du diable, tu connais, mais je capte. Quand tu fais le parallèle avec PNL, et encore, tu prends PNL, moi, gros, je suis allé à des concerts de mecs beaucoup plus street que PNL, et je vois un public beaucoup moins street que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé au concert de D.A. Uzi, t'as l'impression que t'étais dans le métaverse. C'est-à-dire que la fosse, elle était remplie... Moi, je vais dire les termes, mais je suis pas... Tu vois? La fosse, elle est remplie de blancs, et tu regardes les gradins, il n'y a que des noirs et des arabes, en majeure partie. Tu vois, et je suis au concert de D.A.Uzi. D.A.Uzi se rend 3 tours côté Mexico, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, quand je faisais des concerts, c'était tout l'inverse. Nous, le peuple du bas, tu vois, les Noirs et les Arabes, on était dans la fosse, et les Blancs, tu vois. Mais parce qu'ils kiffent. Et ils kiffent. Après, on peut avoir un autre débat, on peut étendre le débat sur un truc. Est-ce que les gens fantasment sur la cité, tu vois? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On peut l'avoir, si on veut, mais c'est un autre débat. On va s'éloigner de la créativité, du coup... On va pas l'avoir. On va pas l'avoir pas mais... maintenant. C'est possible, tu vois. Mais moi, je voulais juste dire qu'au sens où, créativement parlant, le fait que parfois le fond et la forme soient dissonants, que parfois on se reconnaisse ou non dans le fond ou dans la forme, ouais. En fait, ça peut faire quand même des belles choses, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, pour moi, parce que, tu vois, pour reprendre l'exemple de PNL, et je crois l'avoir déjà dit ici, mais moi, j'ai eu la même approche que toi avec Despo au début. C'est-à-dire que moi, quand on me présente PNL au début, je capte pas ce délire, frère. Bizarre. Je capte pas ce délire autotuné à mort. Les clips, c'est beau, mais ça me parle app. Je m'intéresse comme toi, vraiment comme toi et Despo. Je m'intéresse pas au fond du coup, parce que ces mecs me parlent app. Tu vois, en plus, non, c'est Ademo, moi, qui me choque. Parce qu'Ademo, au début, je capte app, vraiment comment il rappe. Et Noé, c'est un truc un peu plus classique. Ademo, je capte pas ce qu'il raconte. Je suis perdu. Un jour, je me pose, j'écoute. Là, je prends une claque. Tu comprends. De l'espace, tu vois. Et je te dis clairement, copier-coller toi et Despo. Je me pose, j'écoute. Tu vois. Et je vois, et pareil, je me vois, je me dis, ah ouais, putain, je capte des trucs, frère. Tu vois. Parce que t'as grandi comme ils ont grandi. Ouais, il y a un truc qui m'a Donc en fait, même si... tapé. Parce que ce qui rappe, c'est ce que d'autres mecs rappaient, mais avec des prods beaucoup plus... avec un BPM beaucoup plus rapide, avec une façon plus condensée. Eux, ils font de la cloud music, ça veut dire, les mecs, pour te raconter qu'ils ont vendu de la dope en bas de la cage de l'escalier, la façon dont c'est fait, t'as l'impression qu'ils te racontent un rêve, tu vois. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément vécu ce qu'ils ont vécu, qui kiffent parce que ça les fait planer, ça les transporte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois totalement. Moi, ça m'a fait pareil. Quand ils ont sorti leur premier truc, je me suis dit, c'est bizarre quand même comme approche, tu vois. Genre, tu peux faire un refrain où tu dis, ouais, voilà, j'ai vendu nanana, mais sur tout un morceau, en plus avec des trucs qui se passaient, beaucoup d'adlib et tout, etc. C'est bizarre, mais en fait, les mecs ont réussi, tu vois. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au fond et à la forme qui crée de la magie,
Gros, si c'était pas le cas, la DMV fonctionnerait pas. Ouais. Aujourd'hui, les gens s'y intéressent. Les gens se demandent qui sont les têtes d'affiche. Je regardais encore un truc, je crois que c'est Yard qui a ramené 3, 4, 5 mecs qui disaient c'est eux les têtes d'affiche de la DMV et qui t'expliquent c'est quoi la DMV. Et en fait, en faisant ça, en vrai, ça m'a donné envie de me dire vas-y, je vais peut-être jeter une oreille sur le truc. Parce que je suis un artiste, eux aussi, et que je respecte l'art de tout le monde, tu vois. Juste que moi, mon cerveau a grandi tel que ah, tu rappes pendant les temps, hein, laisse tomber, tu vois. Mais, vas-y, faut passer outre ces barrières-là et checker un peu. Mais du coup, j'avais une question. Vas-y. On s'est un peu éparpillé, mais j'avais une question par rapport à ça, parce qu'on va revenir sur toi. Comment on peut être aussi obnubilé par les placements et ne pas faire un peu, comme Nekfeu, et c'est-à-dire être tellement obnubilé par ça que ça devient redondant. Et deuxièmement, comment on trouve son identité propre quand on se dit, bon, ok, je suis déjà dans une cage, c'est que je dois faire des placements, je dois bien les faire, je suis construit de tout ce que j'ai écouté, j'aime pas ce qui est un peu hors temps, ce qui est un peu différencié. Comment on crée son identité quand on a tout ça autour de soi? Franchement, comme t'as dit, hein, en fait, c'est vrai que quand tu fais du rap, t'as tellement d'éléments qui viennent tu vois, entre ce que t'as écouté quand t'étais plus jeune, ce que t'écoutes maintenant, ce que les gens, ils écoutent, parce que t'as aussi une audience, tu vois. Et en vrai, qu'on se le dise, quand t'es un artiste, autant tu fais de la musique pour toi, mais si je faisais que de la musique que pour moi, je ferais de la musique dans ma brochant, et puis je me fais écouter mes morceaux comme moi-même et à quelques-uns de mes potes, tu vois. Donc, il y a une offre, une demande, etc. Et en vrai, c'est juste de l'instinct. C'est juste ne pas faire de calcul, tu vois. Moi, quand aujourd'hui j'écris sur mon téléphone, quand j'écoute la prod, je me dis pas... Tu vois, par exemple, moi, je fais pas de yaourt. Ok. T'as des mecs qui ils sont en studio, ou alors ils sont chez eux, dans leur home studio, ils écoutent une prod, ils font un yaourt, ce qu'on appelle un yaourt, c'est pas du gros melon, mais c'est genre... tu vas rapper un truc, enfin, tu vas rapper un truc en anglais, en français, mais histoire de faire tes placements. Ensuite, tu mémorises ton yaourt, et grâce à cette mémorisation de ton yaourt, tu vas commencer à écrire. Mais c'est un nom maintenant, carrément. Il y a des gens, c'est leur métier. Top liner. Voilà. Ça s'appelle un top line. Ça s'appelle un top liner. Il y a des mecs, c'est leur métier. Il y a des mecs, ils sont payés pour ça. Ouais. C'est-à-dire, on t'appelle, on dit, hey, gros, là, j'ai besoin d'une top line, viens au studio. Le mec, il vient, il écoute la prod, il fait... Et après, il dit, ah, ok, c'est bon. Il rectifie quelques trucs. Il met peut-être 2-3 mots sur 45 mots en gros melon. Il envoie ça au gars, et le gars, il a une mélodie. Du coup, autre que la mélodie de la prod, mais une mélodie lyricale. Et en fait, après, il écrit derrière. Et moi, je fais pas... C'est une école aussi de faire ça. Moi, franchement, c'est une école de ouf. J'ai tenté de le faire. J'y arrive pas. Qu'on soit clair, moi, quand j'écris, la prod est là. Et j'ai besoin d'écrire. Aujourd'hui, mon cerveau, il s'est développé de faire en sorte que je peux écrire dans ma tête. Je peux créer des placements dans ma tête, mais après, il faut vite que je retranscrive sur téléphone. Ah. Sinon, ça disparaît. J'allais dire, sinon, t'es comme Jay-Z. Non, par contre, ne pas écrire mes textes, ça, par contre... Parce qu'il faut savoir qu'il y a une légende qui dit que Jay-Z n'écrira jamais ses textes. Ouais. Jay-Z, Lil Wayne aussi n'écrit pas. C'est vrai ou pas, ça? Il écrit dans sa tête. Lil Baby n'écrit pas jusqu'à là. J'ai lu qu'il sortait son premier album et qu'il avait écrit ses textes dans le premier album. Il y a des gens qui n'écrivent... Ça arrive. Kalash Criminel, par exemple. Kalash Criminel, de chaque interview que j'ai entendu de lui, c'est il est dans la cabine, il tourne, il pose 2 mesures, il tourne, il pose, mais il n'écrit pas. Et il pose, et c'est comme ça. Et moi, quand j'ai commencé sur feuille, j'avais un cahier de rimes où j'écrivais des trucs et tout. Et quand quand les premiers smartphones ont commencé à sortir et tout, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Et aujourd'hui, je peux commencer un texte dans ma tête, tu vois, et après, il faut que je le retranscrive. Mais en fait, je vais commencer un texte dans ma tête, et il va tourner en boucle pendant des minutes et des minutes, voire des heures, si j'ai pas la possibilité d'écrire maintenant. Et je vais faire en sorte de le faire tourner, ou au moins conserver la dernière rime, le dernier mot. Tu vois, genre, c'est comme quand t'écris, c'est comme quand t'es en cours, t'as des mots-clés. Que tu dois retranscrire un cours de ton prof, t'as des mots-clés. Et juste en écrivant ce mot-clé, eh ben, tu sais que grâce à ce mot-là,
t'as déjà la phrase, tu vois. Si par exemple, le dernier mot, le dernier mot de ma mesure, c'est Kishta, je suis en mesure, c'est un mot-clé qui va me permettre de savoir tout ce que j'ai dit avant. Tu Ok. vois. Je peux pas, par exemple, si je dis Kishta au début, et ben, à la fin, pardon, au début, je pourrais pas dire je vais m'acheter une baguette Kishta. Tu vois ce que je veux dire? Je suis forcément obligé de dire un truc qui va être en lien, qui doit finir avec Kishta. Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Ouais. Tu pourrais le faire, hein, regarde l'enfoiré. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et après, les gens peuvent se plaindre, les gens peuvent dire ouais, mais t'as vu aujourd'hui le rap, nanana et tout. Il y a plein de gens qui se plaignent parce que. Mais en vrai, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ouais. Et c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. Après, c'est à toi, en tant qu'artiste, c'est à toi de te faire ta place là où tu veux aller. Mais si demain, tu veux faire un truc à la Eus l'enfoiré. C'est des mecs qui ouvrent des portes, en vrai. Ouais. Tu vois. On parlait de PNL tout à l'heure. PNL, ils ont ouvert une brèche. Après, bon, on peut avoir le débat parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est Triple Go les premiers, c'est PNL. Chacun se fera son avis dessus. Mais PNL, qui sont les plus populaires, ils ont ouvert une brèche. Et t'as plein de gens aujourd'hui qui font, vulgairement, ce que les gens d'autres peuvent appeler du sous-PNL, mais qui font de la musique, du cloud rap comme eux. Tu vois. Eux-mêmes, ils avaient des gars dans le 9-1, je pense à MMZ, je pense à F430. Et t'as plein d'autres duos, même des mecs en solo qui font du PNL. Un mec comme Caris, il a ouvert une brèche. Un mec comme Booba, Nekfeu, il a ouvert une brèche. Et pour moi, le rap, ça a toujours été un peu comme ça. C'est juste que t'as un mec, à un moment donné, c'est la tête de gondole, il va ouvrir une brèche, et après, c'est un peu comme ce qu'on dit les matrioshkas, tu vois, t'as la poupée, tu l'ouvres, t'en as encore une autre, et ainsi de suite, et c'est comme ça. Mais tu vois, c'est là où ma question, elle a du sens. La question que je t'ai posée juste avant, c'est que quand t'es, je dirais pas cloisonné, c'est un mot un peu dur, mais un peu enfermé dans tes barrières mentales de ce que tu visualises, que selon toi est le rap, comment tu peux ouvrir une brèche? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que la question s'est posée à un moment donné? Est-ce que tu t'es dit, moi, soit je sais que je rappe un peu comme déjà des gens, et du coup je vais être bon dans ma discipline, mais je vais rien ouvrir du tout. Ou est-ce que, non, j'ai envie de tenter un truc et peut-être que les gens me suivent là-dessus, tu vois? Franchement, tu peux, hein. Moi, mais pour toi? Moi, je t'avoue, pour moi personnellement, ouais. Moi, je t'avoue qu'ouvrir une brèche, c'est quand même. J'ai jamais vraiment essayé d'ouvrir une brèche. Tu vois. Je n'ai pas eu envie. Pour des raisons. Parce qu'en fait, moi, la musique et moi, c'est une relation. Je vais pas dire toxique, mais c'est une relation complexe. Parce que c'est un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Ah, ça, on sait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Un jour je suis à fond, un autre jour, vas-y, j'arrête le rap. Vas-y, je reprends. Vas-y, j'arrête. Et donc, faut être focus tout le temps. Tu vois. Là, pour moi, le dernier exemple en date, un mec comme Benjamin Epps, je sais pas s'il va ouvrir une brèche, mais il est bien parti pour ce rap un peu à l'ancienne, etc. Mais il y avait d'autres mecs qui faisaient ça avant, tu vois. C'est juste que lui, c'est le plus exposé de tous, à l'heure actuelle, je pense, à mon avis. Et peut-être qu'il va ouvrir ce truc-là. Parce que ce que Benjamin Epps fait, d'autres gens le faisaient déjà bien avant. Je pense à un mec comme Ron Bryce, shout out à lui, mais qui n'ont pas été plus exposés que ça. Parce que pour eux, c'était de la niche. Regarde, un autre exemple, Laylo ou Alpha One faisaient de la musique de niche avant. Aujourd'hui, ils sont platine, ils sont or. Tu vois? Parce qu'ils ont porté un truc. Alpha One, il faisait de la musique... Ouais, mais à l'origine, c'est pour ça que ma question a du sens pour toi, c'est qu'à l'origine, moi, je suis pas sûr qu'un mec comme Laylo ou Alpha One portait un truc. Ils sont juste dit, je fais ce que je kiffe. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Et je fais. Mais après, après, je pense que au-delà de la musique, t'as tout un travail d'identité musicale, de... Tu vois, lui, quand il sort son projet Trinity, tu vois, il y a un gros travail, etc. Tu vois. Et moi, je t'avoue qu'au début, j'ai jamais pris le truc comme ça. Ok. J'étais genre en mode, gros, je fais du rap, je rappe. Tous les autours, j'étais pas dedans. Ou j'avais besoin que des gens fassent ça pour moi. Mais moi, j'étais juste... Ce débat-là, je l'ai eu plein de fois avec Chris. Des centaines de fois, tu vois. Mais trouve-toi une identité, fais ceci, fais cela. Je dis, gros, moi, juste, je veux rapper. Tu vois. Après, tout dépend de comment tu prends la musique. Moi, j'ai eu des périodes où, par exemple, quand je faisais de la musique, je me disais, putain, si je fais de la musique, je veux gagner ma vie avec. Je veux devenir un rappeur. Je veux que demain et tout, etc. Et il y a des fois, tu te dis, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va jamais le faire. Que vas-y, laisse tomber. Viens juste, je fais du rap. Viens juste, je fais ce que j'aime faire. Tu vois. Et si doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Juste fais pas de calcul. Tu vois.
Parce que tu peux, c'est bête à dire, mais je peux demain me dire, eh, vas-y, gros, si je veux péter, j'appelle un top liner, j'appelle un beatmaker, viens, on fait une Zumba, clac, 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 on envoie une Zumba, on fait des millions de streams, les gens te remarquent, ça, sur TikTok, ça pète, papa, et tu signes et demain, t'es exposé. Je dis pas que je dis pas que c'est un parcours classique, ça peut arriver, tu vois, mais quand tu vois un mec comme Benjamin Epps, par exemple, qui, jusqu'à présent, n'a pas fait de Zumba, sauf preuve du contraire, tu te dis que si un mec comme lui peut avoir une exposition, tout est possible, en fait. C'est possible. Ouais. Pour revenir un peu sur le vrai sujet qui te concerne, parce Ouais. qu'on se connaît, on va faire de mystère, on se connaît depuis quelques années maintenant. Je connais depuis un bon moment, même. Du coup, je connais ta relation au rap. Parce qu'en fait, il faut savoir que on se voit pas extrêmement souvent, Ouais. mais toutes les fois où on se voit, la première question que je lui pose, c'est, mais du coup, c'est comment? C'est comment? Du coup, c'est comment? Parce que, du coup, comme tu l'as dit, toi et le rap, c'est une relation un peu compliquée. Très compliqué. Pour toi, ta carrière, elle débute en 2012 quand tu sors ton premier EP, mais en fait, en 2018, tu prends ça au sérieux, parce qu'entre-temps, il y a des moments où, presque, je crois même que tu m'as déjà dit que tu voulais arrêter, en vrai. Ah, mais moi T'as même annoncé que t'as arrêté. Alors, Eratum, enfin, je vais rectifier, j'ai annoncé que je faisais une pause. Ah, pardon. Là où certaines personnes ont pris ça, et je rectifie parce que plein de gens sont venus me voir après me dire « Ouais, mais t'as dit que t'as arrêté !» Non, j'ai dit que je faisais une pause, et je vais expliquer pourquoi. On va y venir. Mais avant que je déclare publiquement faire cette pause-là, j'ai eu des pauses qui étaient, enfin pas involontaires, mais j'ai eu des longues pauses déjà de 2 ans, 3 ans. Tu vois, je l'avais dit dans un freestyle, mais je sors à ma première mixtape en 2012, la deuxième elle sort 7 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans? Ouais, grave. Tu vois, c'est juste qu'en fait, pour recontextualiser, ma première mixtape elle s'appelle Rap sans paramètres, il y a 20 titres, et j'ai tout donné entre guillemets. C'est ma carte d'identité. Je me disais, gros, maintenant que je fais du... En fait, quand je suis arrivé à un moment de ma carrière, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé le rap, j'étais en duo. Et après, bon, comme tous les groupes se séparent. Donc, je retourne en solo. Mais en fait, toute l'expérience que j'ai acquis pendant que j'étais en duo, je me suis dit, mais en fait, la personne avec qui j'étais, c'est la personne qui m'a... chez qui j'ai enregistré, etc., et qui m'a donné des plugs, etc., avec qui j'ai connu des trucs et tout. Mais quand je me suis retrouvé en solo, j'avais 2 solutions. Soit je me disais, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, de toute façon, je suis en solo. Le rap, c'était juste un délire, on délirait, on rappait dans la chambre, on n'allait pas en studio. Donc je peux m'arrêter, y a pas de problème. De toute façon, mes sons, ils tournaient qu'en Bluetooth. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme. On mettait rien, il n'y avait pas grand-chose sur YouTube, etc. On pressait pas les CD. Donc on s'en battait les... Donc je m'en fous. Donc on arrête. Soit je me dis, bon, il y a quand même un truc à faire. Viens, on essaie quand même de pousser, voir où est-ce qu'on peut aller et voir ce que ça donne. J'ai pris la deuxième solution. Et après, je suis allé, grâce aux gens que j'avais rencontrés via ma carrière en groupe, j'ai pu enregistrer ma première mixtape, que j'ai sorti le 27 juillet 2012, date de mes 21 ans d'ailleurs, et je sors ma première mixtape, 20 titres. Et c'est à l'époque où j'étais sur Twitter, et Twitter a joué un énorme rôle, parce que j'ai fait beaucoup de plugs là-bas. J'ai plugué avec V'là les gens, des artistes, des beatmakers, des trucs comme ça. Et en fait, la mixtape avait bien tourné. Et je me suis mis une pression tout seul. La mixtape, elle a bien tourné, t'as fait 20 titres. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, j'ai Chris à côté de moi, qui était à l'époque pas forcément mon manager, mais qui était là, qui me disait, ouais, regarde, et c'est Rocky aux States, il fait cette musique-là, la trill, etc., tout en violet, tout ça. Personne ne le fait encore en France. Viens, on prend ce créneau-là. Je dis, ok, je te suis, gros. Parce que voilà, moi, je connais la musique, Chris, pareil, il connaît la musique. Moi, j'y vais, en plus, c'est mon pote de ouf. On y va. Mais j'y arrive pas, en fait. J'ai l'impression que c'est pas wham. Mais même à cette époque-là, il fallait que je me sente à l'aise à faire de la musique. Ouais. Pas de la musique formatée. Donc, j'y arrive pas. Et en fait, je me dis... Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais si je resserre la même formule que j'ai déjà faite avec la première mixtape sur 20 titres, est-ce que les gens vont pas se dire, ah vas-y, il est relou, lui. 20 titres déjà là, et là, il va encore en faire 20, est-ce que ça va pas tourner en bourrique et tout et tout. Mais en fait, à cette époque-là, à l'époque de 2012, les gens s'en foutaient. Nous, Chris voulait qu'on soit des précurseurs, qu'on ait un temps d'avance. Mais à cette époque-là, les gens s'en foutaient. Je voyais plein d'artistes, moi, sortir des mixtapes qui racontaient la même chose tout le temps. Ça ne gênait personne, parce qu'ils avaient des placements différents, ils avaient des prods différentes, etc. Tu vois. Et en fait, tout ce laps de temps, je réfléchissais
à ce truc-là de comment je fais pour avoir une identité. Comment je fais pour pas qu'on m'appelle le nouveau intel. Comment je fais pour être moi. Tu vois. Tout ce laps de temps. Et j'ai fait des tentatives. Je faisais des sons. J'enregistrais des trucs. J'écoutais. Je disais, ouais, c'est bien. Et un son. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et tu te dis, vas-y, on fait un projet. Mais en fait, t'as pas envie parce que tu dis, finalement, ah, ça me fait chier. On recommence. Et ainsi de suite. Sauf que le temps, il passe, en fait. Et à l'époque, soit j'allais en studio et ça coûtait de l'oseille. On était étudiants, forcément. C'était pas la priorité de mettre de l'oseille dans le rap. Soit j'avais des potes qui avaient un home studio, mais fallait y aller. Et moi, à l'époque, j'étais à Melun. Et comme on dit, quand t'habites à Melun, tout est loin. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille dans le 9-3, fallait que j'aille là-bas. Tu vois, tout était loin. Parce qu'à Melun, on n'avait pas ça, tu vois. On n'avait pas de connexion qui nous permettait d'aller dans le home studio de quelqu'un, etc. Moi, j'étais encore chez les darons, donc c'était compliqué d'enregistrer à la maison. Mais du coup, j'ai perdu du temps. Et il me fallait une motivation. À un moment donné, toute ma motivation a disparu. À côté de ça, j'allais encore en cours. Il fallait que je me concentre sur les cours. En plus, c'est moi, j'ai fait un bac plus 2. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai repris les cours. Après, j'ai arrêté. Et tu vois, quand tu reprends, t'arrêtes. Il faut te concentrer de ouf. Donc, la musique, tant que ça fonctionne pas, tu mets ça à côté. Tu te dis, gros, c'est pas ma priorité. Tu vois, je vais en faire pour le loisir quand j'ai le temps. Mais là, c'est focus sur les cours ou focus sur le travail, tu vois. Donc, tu fais que ça. Et tu perds du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au quartier dans lequel on était, quartier de Montaigu, on a eu une vague un peu bizarre. Une vague de... On perdait des gens au quartier, des gens qui décédaient. Bizarre de fou, tu vois. Un mec malade, un mec qui a fait un... Bizarre, tu vois. Paix à leur âme, vraiment, mais c'était une ambiance vraie bizarre. Tu vois, mon pote, il a perdu un pote à lui qui était un peu comme mon deuxième daron, c'était un des amis d'enfance de mon père et tout. Et en fait, ça peut paraître malsain. Moi, quand je prends du recul, je me dis que c'est un peu malsain. Mais ça m'a donné envie. En fait, le fait d'assister, en fait, vulgairement, de voir la mort, de voir des proches, des gens du quartier, des proches décédés, ça m'a fait un électrochoc et c'est comme ça que j'ai repris la musique. Ok. En vrai, en 2014-2015. Je reprends la musique, je fais un projet, mais un projet thématique. Je me dis pas, ah, vas-y, ah, les gens sont décédés, je vais faire de l'ego trip. Tu vois, Ouais, on était bien vraiment sûr. sur un truc où il y avait une vraie thématique. Je parlais de la dépression, je parlais de la mort, à tout va, parce que ça m'avait marqué. Jusqu'à présent, moi, la façon dont enfin, ça va être brosson à dire, mais comment je côtoyais la mort, c'est quand il est 7h du matin, que le fixe sonne, et que le bled t'apprend qu'un oncle et une tante est décédé, tu vois. Mais comme je suis pas proche de ces gens-là, je les ai pas tout le temps au téléphone, je les ai jamais vraiment vus tout le temps, mes parents, ils en souffrent, mais même mes parents, tu vois, ils sont très pudiques. Donc, ils vont pas trop te montrer, sauf si vraiment, tu vois, quand c'est des oncles un peu, des cousins lointains, ils vont être pudiques, ils vont te l'annoncer. Eux, ils vont être tristes, mais ils vont rester pudiques. Et toi, ça va pas forcément te faire grand-chose, à part quand tu vois tes parents tristes. Mais moi, je me dis que malheureusement, j'ai un cousin qui décide de bled, oui, ça me rend triste, mais voilà, tu vois, je suis pas non plus dans... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et mais quand c'est vraiment des gens du quartier que tu voyais, tu marches, tu sors, tu les check, un tonton que tu croises et tout, qui vient chez toi, etc. Quand c'est ces gens-là qui décèdent, ça m'a fait un choc de fou. Tu rentres dans un truc, t'es pas bien, t'es jeune et c'est un truc que tu maîtrises pas, tu vois. Parce que quand t'es neugeux, t'es joyeux, tu vois la vie et tout, mais quand ça te frappe, c'est bizarre. Et ça m'a redonné envie de faire de la musique. Donc je commence un projet, mais je le sors pas parce que faut une stratégie. Tiens, on rentre dans cette période 2014-2015 où ça y est, il faut des stratégies maintenant. Ouais. Comment tu fais pour sortir? Comment t'annonces? C'est quoi le premier single? Single 0, etc. Et je suis pas encore dans ça. Donc en fait, le projet, je l'avorte. Je dis, tu sais quoi, laisse tomber, j'arrête. Ça m'a saoulé. Et j'étais prêt à arrêter. Je me suis dit, et on arrive en 2015. 3 années passent et je me dis, t'as vu? J'ai rien sorti, j'ai fait que des trucs à gauche à droite, sur SoundCloud, YouTube. Il y a rien, il se passe rien. Il n'y a pas d'émoulement, il n'y a personne, il n'y a pas un truc, un pic de buzz, il n'y a rien. Je me dis, tu sais quoi? Je vais arrêter, je laisse tomber, et vas-y, tant pis, tu vois. Et je rencontre un gars. Tu vois, toujours dans les mangas, des fois, t'es le mec, il est dans les shonen, le mec, il est désespéré, il dit, eh, vas-y, j'arrête, j'ai tout, ça m'a saoulé. Et tu rencontres un gars. Tu vois, tu rencontres genre le maître, Ouais, l'ancien maître du village, etc. Et je rencontre un gars qui s'appelle Atis d'ailleurs. Atis, qui fait partie d'un groupe de rap qui s'appelle 70CL, gros shout-out à eux d'ailleurs. Atis et Sinto. Que je rencontre par le biais, parce que je travaillais à l'époque, je travaillais chez Au Calme. Je le rencontre là-bas et
moi, j'écoutais ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils faisaient du Dipset à la française. Et moi, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, je suis un énorme fan du Dipset. Qui est un groupe new-yorkais des années 90. Un groupe new-yorkais 90-2000, The Diplomats, Cameron, Jim Jones, Joel, Freaky Ziki et plein d'autres. Je le rencontre et tout. Et je me dis, putain, je rencontre Atis et tout. Tu sais, c'est pas tous les jours que je rencontrais des mecs que je kiffais avec qui j'avais un délire particulier. Et je me permets, je dis, tiens, je te fais écouter un peu ce que je fais et tout, nanana. Et il me dit, franchement, gros, lâche rien. Il me dit, il y a un truc. Mais moi, quand il me dit ça, je me dis, ah, vas-y, je lui fais écouter comme ça. Mais en vrai, j'arrête le rap, je sortirai des... Je me dis, au mieux, je sortirai des sons à gauche, à droite pour le plaisir, mais établir une carrière, c'est fini pour moi, tu vois. Et il me dit, lâche rien. Et en fait, on commence à travailler un peu ensemble. Lui, il ouvre le label Rive Gauche. Enfin, il crée un label Rive Gauche et tout. Et moi, j'intègre le label. Et je me dis... Et là, je me dis, ah, je suis un rappeur. Genre, je suis dans un label, je prépare des trucs. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Le renouveau, tu vois. Ouais, je vois. Le renouveau a commencé comme ça, et je vais en studio, j'enregistre et tout. Je couche. Ça, l'indépendance, la vraie indépendance. Tu vois, tu travailles, tu fais ton billet, le week-end, tu réserves 4 heures au studio. Moi, j'étais encore à Melun, j'allais jusqu'à Argenteuil, chez Yuri. J'allais chez mon gars Yuri, tac. Je prenais mes 4 heures, je sortais avec 4 sons. Tac, et je revenais le week-end prochain. C'était combien? C'était 25 € l'heure. Je mettais 100 balles. Paf! Allez! Et rebelote. Et en fait, je faisais des sons. Et en fait, le process, c'est quoi? C'est que moi, j'avais des prods. En général, c'était des type beats. Pour la mixtape Delta Bravo Zulu, la majeure partie des prods, c'est des type beats. Ce sont des type beats, pardon. Et je les téléchargeais et j'écoutais chez moi. Les type beats, c'est des prods qui ressemblent à des sons déjà existants. Voilà, dans les mêmes ambiances. C'est des beatmakers qui font des prods initialement pour être vendus, tu vois, sauf que nous on les piratait. On n'avait pas de tal, je mettais déjà beaucoup d'argent dans les séances de studio, j'avais pas envie de mettre des tas à l'époque. T'inquiète, je comprends. Tu vois, et en fait je faisais ça et j'écrivais chez WAM et je répétais chez WAM. Et du coup, je vais rebondir sur ce dont on parlait en off, parce que tu me parlais de la famille, de comment ça a été perçu que je fasse de la musique. J'étais très discret au début. Je voulais pas que les gens sachent, que dans ma famille, je voulais pas que les gens le sachent. Tu vois. Mon père est un musicien, et je voulais pas. Tu vois, je voulais vraiment pas, j'étais très scrédit, je disais pas, quand je sortais, que je passais 4 heures à Argenteuil, je disais pas, je vais en studio, je disais, je sors. Ouais, tu vois. ouais, je vois. Et je veux faire mes trucs, tu vois. Je faisais pas écouter mes sons, que dalle, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, quand tu passes ton temps à répéter tes textes chez Watt, t'es un peu cramé. Parce que tu vis chez tes parents, t'es cramé, tu vois. Surtout que mon père, il a la fâcheuse habitude de toquer et d'ouvrir. Tu vois. Et pas d'attendre de dire oui, il toque, il ouvre, tu vois. Donc il m'entend, il me voit en train de répéter. Et un jour, il me parle et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de la musique? Tu veux devenir un musicien? Tu veux devenir un rappeur, etc. Tu vois. Et je lui dis non, pas forcément, tu vois. Mais juste, je fais de la musique, ça me plaît, tu vois. Et mon daron, un peu vieux jeu, qui me fait faire attention, tu connais. En plus, les artistes congolais, la sorcellerie, comme on dit chez nous, Simbiki, c'est-à-dire ils ont fait de la sorcellerie, etc. Tu vois, donc fais attention à ce genre de trucs. Je dis, non, mais t'inquiète, de toute façon, je fais du rap, tranquille, tu vois. Mais une fois que ça a été fait, en fait, ça a débloqué. Même pour toi? Même pour moi, ça a débloqué des trucs, tu vois. Ouais, je vois. Après, je suis pas non plus... je vais pas non plus, quand je vais chez mes parents, je leur dis pas, regardez mon nouveau clip. Ou, ouais. Mais ils le savent parce que mon neveu, mon petit frère, ou... Tu vois. Et même pareil, un jour, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, ouais, mais le neveu, il m'a montré ton nouveau clip et tout, c'est bien et tout. Elle me dit, mais quand tu fais des trucs, envoie-les-moi, etc. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, en fait. Et tout ça, en fait, pour faire le parallèle, avec un film qui est sorti en plus récemment, mais il y a quelques années, mais qui est pour moi un film très, très, très important, c'est Fences. Ouais, avec Denzel Washington. Avec Denzel Washington et Viola Davis. Et pourquoi ce film, il est hyper important? Parce que la relation... Bon, je vais faire un petit synopsis vite fait. Dans le film, Denzel, c'est un éboueur qui a joué au baseball quand il était plus jeune, mais qui a dû arrêter sa carrière parce que à l'époque, ségrégation, racisme, donc il jouait pas. Il a arrêté sa carrière prématurément. Et son fils, il est au collège ou au lycée, il fait du football américain, et à un moment donné, il y a comment on appelle ça? Il y a un mec, un scout qui veut le voir, qui veut discuter avec les parents, parce que voilà, il veut peut-être le recruter dans une équipe, et tout, etc. Et en fait, Denzel refuse catégoriquement. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce que
sans me le dire, mon père, il m'a fait un peu ce truc-là, au début. De me dire, ah, vas-y, fais du rap. Tu vois, en fait, dans ses propos, il voulait pas me décourager, mais il voulait me déconseiller de me donner pleinement dans une carrière de rappeur. Et ce parallèle, je le fais parce que, au fond, je suis en train de me dire que mon père, lui, qui était musicien, je pense qu'au fond de lui, il aurait voulu faire de sa vie une carrière de musique. Ouais. Et il n'a pas pu. Et pour me protéger, pour ne pas vivre désillusion sur désillusion, il a... En fait, après, tu vois, mon père, c'est quelqu'un de très atypique. Il te protège, mais dans la violence. Ouais, je vois très bien. Il va te protéger, mais il va te mettre des coups de pression. Mais au fond... Au fond, c'est gentil. Quand t'es plus jeune, quand t'es jeune, tu captes pas. Quand ton père, il t'engueule, il te prive de sortie, mais pour aucune raison, il veut te protéger, en fait. Ouais. Parce qu'il sait comment c'est dehors. Toi, t'es peut-être un peu naïf, tu sais pas, comme on dit, t'es dans les ambiances, tu captes pas trop. Mais en fait, en grandissant, et c'est surtout ce film qui m'a fait comprendre qu'en fait, tout ce que mon daron, il m'envoyait quand il était très véhément, très violent dans ses propos, c'est sa façon à lui de me couver, en fait. Tu vois. Mais c'est pour ça peut-être que ça t'a débloqué, parce que tu t'es dit, ça maintenant qu'il a confiance et qu'il me laisse le faire. Moi, je lui ai totalement fait comprendre, je lui ai dit... Parce qu'en fait, lui, il pensait que j'allais arrêter de travailler à côté pour pleinement me lancer dans la musique. Et en fait, moi, tout ce que j'ai fait de lui faire comprendre, c'est de lui dire, écoute, papa, moi, je suis pas T'inquiète. J'ai une sécurité financière, je travaille à côté. Donc même si le rap, ça va me rapporter un peu de sous, pas comme moi je le veux, et même si je me donne à fond, si je me casse la gueule, j'ai quand même un travail à côté. Parce que, tu vois, je regarde des interviews sur d'autres médias, d'anciens rappeurs, qui à l'époque n'avaient pas Internet, et qui, eux, ont tout donné dans la musique. Tu vois, il y avait une interview de Nubi chez Grice, qui disait... Travailler, c'est dur, parce qu'il s'est mis à travailler à 30 ans. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance de travailler avant, mais eux, comme ils n'avaient pas Internet, il n'y avait pas... Ce que nous, tous les avantages qu'on a eus, eux, ils les avaient pas. Ça veut dire eux, ils ont tout donné dans le rap. Mais à un moment donné, quand tout tombe, et que tu sens que tu vas pas pouvoir y retourner, ben, c'est la vie normale après. Tu vois. Ouais. Mais il y a un truc... Et on finira là-dessus, mais il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis là, et ce que disait Nubi aussi, c'est que... Parce que Nubi, c'est aussi un rappeur underground des années 2000, exact. 2010, mais une grande légende, ouais, un très grand rappeur. Il y a un truc... Il y a une différence que moi je fais entre les deux époques, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais ils goûtaient déjà l'argent du rap, parce que c'est des mecs qui vendaient leurs CD eux-mêmes. Exactement. Et du coup, tu vends tes 100 CD à 10 balles, tu viens de faire 1000 balles, en vrai. Mais, je te coupe, les CD que tu fais, ils viennent de leur poche aussi. Non, on est d'accord. On est d'accord, bien sûr qu'ils viennent de leur poche. Ils investissent, mais ils ont de l'argent qu'ils récupèrent en vrai. Et ils se disent que c'est déjà peut-être un premier pas vers vivre du rap, sans avoir de grandes idées. En plus, ce rap-là, à cette époque-là, on n'est pas trop tourné vers les États-Unis. On fantasme pas les States. Ça veut dire que t'es un rappeur, tu vends... En plus, en vrai, nous, on a un modèle déjà à cette époque-là. On a les mecs de Clignancourt, on a Alpha 520. Exactement. On sait que le street rap, ça peut faire vivre. Pas plus tard que la semaine dernière, Specta du Science Super Crew à Clignancourt. Je marche au puce. Il me dit, ouais, nanana, salut et tout. Qu'est-ce que t'écoutes? Je dis, ah, mais j'écoute de tout, moi, du rap français. Il me prend, il me dit, voilà mon dernier album et tout, Opus. Tu vois? Ça existe encore. Ça existe encore, tu vois. Je te laisse finir. Mais du coup, à cette époque-là, t'es là. Et du coup, quand t'es un mec comme Nubi, à l'époque où il fait ça, c'est peut-être un mec qui a 24, 22, 23, 24 ans, 25 ans, tu vois. Il touche déjà des billes avec le rap, même si c'est pas grand-chose, mais peut-être il se dit, ah ouais, en vrai, il y a une vraie porte. Bon, il se rend compte au bout de 5 ans qu'il vend plus, parce qu'en plus, l'époque commence à changer, tu vois, bref. Mais surtout que c'est pas tout le monde qui rêve de presser ses propres CD et de les vendre. Je pense que, je sais pas, hein, je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'à l'époque, ces mecs-là, ils font leur truc, mais l'objectif, je dis pas que c'est pas une fin, mais c'est un moyen, c'est qu'après ils se disent, on me signe, moi tout ce que je fais, c'est rapper, mais tout ce qui est autour, évidemment, c'est pas moi qui gère. Non, évidemment. Et il faut que je récupère de l'argent. Évidemment. Mais en fait, je veux dire, c'est que ces mecs-là, quand ils démarrent dans le rap, ils voient tout de suite immédiatement les récompenses de ce rap. Bien sûr. Ok, parce que
t'arrives à toi-même faire presser un de tes CD, et encore, on est à l'époque où en vrai, à part des mecs comme Alpha et tout, ça presse vraiment, mais il y a beaucoup de mecs qui gravent, il y a beaucoup de moyens d'alternatives de Ouais. faire sortir sa musique, tu vois. Aujourd'hui, t'es dans une époque où tu pourrais être écouté par 2000 personnes, c'est-à-dire 1000 personnes que plus que ce mec-là, et pas toucher un centime de ta musique. C'est totalement vrai. Tu C'est vois le totalement vrai. Mais le problème, c'est Je quoi? kiffe ce parallèle, vraiment. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, t'allumes ta télé, tu vois 1000 rappeurs qui font 1 million de vues, qui sont habillés tout en Gucci ou en Louis Vuitton, et qui te fantasment une vie que tu rêves d'avoir, tu commences à vendre des CD, tu t'en touches même pas 1 euro, mais t'as la carotte devant toi qui fait que... Exactement. Pour moi, c'est encore plus dangereux notre époque que cette époque-là. C'est Tu vrai. vois Je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Moi, je peux comprendre qu'un Nubi, il ait commencé à travailler à 30 ans, parce qu'avant, même s'il touchait pas grand-chose, il avait un vrai goût de ce que pouvait être l'argent de ce rap. Je vois ce que tu Sans veux dire. fantasmer en plus. Tu vois le délire? Le mec touche 1000 euros en vendant 100 CD. Il se dit, c'est possible, j'en vends 200 Et par puis, mois. regarde leur clip à Et l'époque. tu vois? À l'époque, il n'y a pas de styliste qui vient t'habiller. Y a pas Ouais, de- il n'y a pas tout ça, y a tu pas vois. tout ça, tu vois. Et le mec se dit, c'est-à-dire que ce mec fait un business plan qui est très simple. Ce mec se dit, moi j'arrive à vendre ne serait-ce que 200 CD par mois, tout seul. Je peux toucher 2000 euros par mois. C'est un salaire, frère. Même si j'ai mis 1000 pour les presser, Tu vois le je fais délire? un bénéfice de Je 1000. fais un bénéfice Et de avec 1000 les quand 2000, même. je réinvestis. Et je fais quelques petites scènes. À l'époque, tout le monde faisait Montmartre, qui était une petite scène que tout le monde pouvait faire, la boule noire, truc. Je fais un petit concert tous les 2 mois. Je prends encore 1000 balles ou 1500 balles. En vrai, frérot, ça Il y a une s'équilibre. économie. Tu vois le Ça délire ou s'équilibre, pas? ouais, bien sûr. Aujourd'hui, les mecs font pas de concert. Fantasma mort sont écoutés par 10 000 personnes sur YouTube et Spotify et tutti quanti, ne touchent pas 1 euro. Très peu d'argent, du moins. Ça se recoupe pas, frérot. Ça se Soyons recoupe honnêtes. pas. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que l'industrie aujourd'hui, t'as 10 000 écoutes sur Spotify, t'as 10 000 vues sur YouTube. C'est-à-dire que en tout et pour tout, peut-être pas unique, mais disons que c'est unique, t'as 20 000 personnes qui t'ont écouté, tu n'as pas touché encore 1 euro. Et Ou 2 euros peut-être. C'est que moi, je suis aussi en distribution, mais même avant ça, pour toucher ne serait-ce que 10 euros d'oseille en stream, fallait faire des streams. Fallait faire des streams, Fallait en tu faire vois. beaucoup. Et imagine quand t'es signé, tu fais des streams, il y a une partie qui va là-bas, une partie qui va là-bas, et ainsi de suite. Tu vois? Et C'est ça que je dis, tu vois. je comprends ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu rentrer dans ce schéma-là. Après, on sait pas si demain, je trouve demain un retournement de veste, demain on me signe, je suis tout en palmengel, c'est fini, frère. Je suis en féfé dans les clips et tout, tu vois. Mais je pense que moi, ma carrière, la façon dont je l'ai bâtie jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours été sur ce que moi je fais, sur ce que je vis. Tu vois. Encore une fois, je l'ai dit, je l'avais dit avant, mais si demain je dois te raconter que mon frigo il est vide, frérot, pas je vais te dire, ouais, à l'époque le frigo était vide, maintenant ça va. Je pourrais te dire, avant le frigo était vide, maintenant il est vide, mais je vis tout seul. Ouais. Donc j'assume, c'est ma faute s'il est vide. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, moi je rappe ma vie en fait. Tu vois, pour celles et ceux qui veulent checker Double Zulu sur les plateformes, sur YouTube, etc. Moi je rappe ma vie. Tu vois. Après, voilà, il y a des nuances, des fois on fait de l'ego trip, on raconte des choses un peu plus, etc. Mais tu pourras pas m'entendre dire, ouais, j'étais en bas du bloc. C'est faux, frère. J'ai vendu une barrette dans ma vie. Et j'étais stressé. J'étais stressé. Je me rappelle le jour où je me trimballais avec une barrette, j'étais stressé sa mère. J'avais un ensemble jogging Impala tout blanc, une barrette dans la chaussette. J'ai jamais autant sué quand je vois une voiture de police. Mais du gros, je me fais contrôler, mais c'est terminé. Ah, de ouf. Gardable, le daron, c'est fini. Et moi, je rappe ma vie. Je rappe quand je te disais que j'avais arrêté, j'avais fait une pause, que je rappais, que j'étais en dépression. Je rappe ma dépression, tu vois. Je le dis, j'ai pas peur de le dire parce que aussi on est dans un nouvel aspect aujourd'hui où tu vois quand on parle de Nubi, on parle de tous ces artistes qui ont marché pour que nous on puisse courir. Je pense qu'on a très peu, à leur époque en tout cas, on a très peu analysé leur santé mentale. Tu vois, se dire que t'as un mec qui fait de l'argent, quel qu'il soit légal ou illégal, qui l'investit dans sa musique, qui la réinvestisse et ainsi de suite, qui signe peut-être un contrat qui est foireux, etc. Ouais. Et que ensuite tu retombes dans l'oubli, mec, c'est waouh, C'est dur de ouf. c'est dur de fou. C'est Faut dur de gérer ouf. parce que l'être humain de nature, il n'est pas fait
pour... De ouf. Tu vois, il est Et pas... sachant qu'il faut dire, excuse-moi, je te coupe, mais il faut dire qu'en plus, ces mecs-là, ils avaient des notoriétés qui étaient underground. Et c'est-à-dire que même à cette échelle-là, tomber de là, Même tomber de là, très dur. c'est très dur. C'est très dur. Tu vois, et tu vois, des mecs qui te promettent monts et merveilles, qui disent ouais, nanana, finalement, les choses qu'on t'a promis ne se font pas, Ouais. et que tout tombe. Comme je dis, l'humain, il n'est pas fait pour avoir de la notoriété. C'est un truc qui se gère, tu vois, des trucs de psy. Tu vois, toi et moi, on est des Noirs, on vient du même pays, si je dis pas de bêtises. Ouais. Nous, quand ça va pas, va prier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et nous, on a cette double culture. C'est-à-dire que, voilà, on a la culture africaine, on a la culture occidentale. Ce qui fait que, moi, à un moment donné, je me suis regardé, je me suis dit, mais même j'ai dit, mais je vais aller voir un psy, en fait. Mm. Tu vois? Là où les gens, non, c'est pas un truc pour nous, ça, c'est pas fait pour nous, laisse ça et tout. Non, à un moment donné, la santé mentale, c'est important. Et aujourd'hui, quand tu écoutes de la musique, tu as plein de rappeurs qui traitent de cette santé mentale-là. Mm. Tu vois, de dire que les gens aujourd'hui, ils assument de dire qu'ils étaient pas bien. Mm. Là où avant, le rap, c'était un truc de je suis un mec fort, je suis un mec dur, c'est la street, etc. Grave. Non, aujourd'hui, t'as des mecs ils rappent ils peuvent te faire un EP, ils rappent la dépression. Ouais, grave. Tu vois, ils peuvent te raconter une rupture amoureuse dont ils se sont jamais remis, la perte de quelqu'un, ils peuvent te dire, ouais, à ce moment-là, j'avais plus de sous, je dormais dans la rue, etc. Ils te rappent ça normal, tu vois. Et ça fonctionne, d'ailleurs. Tu vois, il y a des mecs pour qui ça fonctionne. Donc, moi, je pense que si j'avais une machine à remonter le temps, ces mecs-là, je leur dirais, les gars, franchement, allez voir un psy. S'ils l'ont pas fait. Tu vois. Parce que tomber, même si, encore une fois, comme tu dis, la notoriété, elle est underground, mais même ça, c'est beaucoup. Parce que tu pars de 0, tu montes à 10, Ouais. tu redescends à 0, C'est ouf. ça fait quelque chose. Et du coup, c'est un truc qu'il faut gérer. Et on en a vu plein des rappeurs se casser la gueule, enfin, retomber dans l'oubli. Et encore une fois, moi, c'est un truc qui, par exemple, m'a toujours fait flipper de me dire, ok, j'arrête, mais imagine, je reviens et ça le fait pas. Est-ce que je réarrête? Est-ce que je reviens à nouveau, etc. Et t'as beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui font ça, qui ont arrêté et qui tentent de revenir, mais ça prend pas. Et ça aussi, il faut gérer. Faut gérer aussi ce nouveau statut de se dire, je suis plus une tête d'affiche. Il y a des mecs plus jeunes que moi qui font de la musique plus bête que moi, qui fonctionnent mieux que moi. Ah, grave. Faut le gérer, ça aussi. Ouais, grave. Tu vois? Moi, je suis entre les deux, j'ai 30 ans, donc ça va. Mais quand t'as un ancien, t'as la quarantaine, etc., que toi, t'as fait une musique avec un succès d'estime, et que tu vois des mecs qui font une musique où tu te dis, mais c'est de la merde, ou que t'es pas la cible, ou que t'aimes pas, je vais pas dire c'est de la merde, parce que voilà, mais que t'aimes pas, et que eux font des millions de streams, ou qui font des concerts, qu'ils ont des certificats, etc. Je pense que l'ego, en plus, les rappeurs ont beaucoup d'ego, faut le gérer. Ouais, grave. Tu vois? Donc, moi, je parle pour moi personnellement, mais si les gens peuvent aller voir des psys pour gérer ce genre de choses et tout, moi, je vous y invite fort. C'est hyper important. Moi, ça m'a aidé de fou. Si je l'avais pas fait, j'aurais sûrement arrêté la musique. J'aurais pas pété un câble, mais j'aurais arrêté, tu vois. Et j'aurais jamais sorti les projets que j'ai sortis aujourd'hui. Et je me remercie. Et je remercie les gens d'ailleurs qui m'ont beaucoup suggéré à aller voir un psy, parce que ça m'a donné une autre approche de faire de la musique. Je me suis dit, en vrai, tu sais quoi? Peut-être que tu vas jamais percer. Peut-être que tu vas jamais faire de gros concerts. Peut-être que tu vas jamais ramasser 10 000, ne serait-ce que 10 000 euros avec la musique. Mais il faut que tu te dises un truc. Et là, je me parle à moi-même quand je dis ça. Gros, tu sais rapper. Tu sais raconter des choses. Et t'as des gens qui aiment ce que tu fais. À partir de ce moment-là, fais ce que t'as à faire. Si ça doit bien se passer, ça se passera bien. Et si ça se passe pas, fais-le quand même, mais tu te diras, au moins j'ai tout fait. Ouais. Ou j'aurais tout donné pour que ça se fasse, et même si ça le fait pas, c'est pas grave. Pas de regret. Pas de regret. On peut finir sur ça, c'est très bien. On peut conclure là-dessus. Elle est incroyable, la conclusion. Elle est bien, la joué. conclusion. La conclusion a mieux amené du podcast. Bien joué. Du coup, on va conclure. Vas-y. Et pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. Ça marche. La première, c'est quel est ton objet favori? Mon objet favori, je pense mon téléphone. Parce que j'ai 10 ans de texte dans mon téléphone. Ok. J'ai eu mon premier iPhone en 2011. Et Dieu merci, la synchronisation Gmail fait que le premier texte écrit en 2011, j'ai tout jusqu'à maintenant. Ok. Comme je suis mon iPhone, j'avais l'iPhone 3G, là j'ai le 11. Ok. J'ai tous mes textes. Donc je pense que mon objet favori, c'est le téléphone, parce que
Le rap, c'est ma vie, c'est le rap, et ma vie, elle est dans mon téléphone. Ok. Une œuvre inspirante pour toi? Une œuvre inspirante, œuvre tout confondu, Ouais, film ouais, et tout. Waouh. Ça peut être une carrière? ouais. Putain, j'avoue, c'est dur. Un truc inspirant. Euh, Franchement, si je dis moi, ça fait le métier de l'ego. Donc... Non, je sais pas, comme ça, je dirais. Je pense qu'un mec qui nous inspirait, Jay-Z. Jay-Z? Ouais, je pense que la carrière de Jay-Z, c'est un truc pour tous les rappeurs qui a été incroyable. Tu vois, encore aujourd'hui, la cinquantaine passée, il est riche de fou. Il s'est encore cassé des gueules. Il casse encore des gueules sur des morceaux. Donc en vrai, ouais, Jay-Z. Après, je pourrais te dire. J'aurais pu te dire Kobe même, tu vois. J'aurais pu te dire Kobe Bryant, parce que la mentalité Mamba, tout ce qu'il a fait, le mec est un acharné, un travailleur de fou. Ouais, je dirais Kobe. Allez, je dirais Kobe, parce que voilà, Kobe. Ouais, Ok, Kobe. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? La qualité d'un créatif, je dirais l'authenticité, tiens. Être soi-même, en fait. Et tout donner pour que ce que tu fais soit exposé aux yeux de la terre entière. Mais il faut juste être soi. Je pense que c'est ce mot qui définit le mieux ma musique parce que je rappe ce que je fais, donc ouais, je dirais authentique. Ok. Ouais. L'authenticité, on va retenir ça. Voilà, l'authenticité. Soyez authentiques, les gars. Ben merci. Partagez, abonnez-vous, likez. On va mettre le lien de ton Instagram, Yes. de tes plateformes sur la description. Exactement. Et abonnez-vous à son compte. Abonnez- Allez écouter sa musique. Allez écouter. Comme ça, il n'arrête pas le rap encore une fois. Non, là, je suis lancé, là. Là, ça y est, Ok. c'est bon. C'est Ça y est, bon. je suis lancé. Ben merci. Merci à toi pour l'invite. En tout cas, ça m'a fait plaisir, mon gars. En plus, depuis le temps De ouf. qu'on se connaît, Merci ça me à fait toi d'être plaisir de venu. fou. À la prochaine. À la prochaine. Yes.